Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. Cette émission vient à la suite de deux autres que nous avons consacrées aux étudiants qui ont terminé et qui sont à la recherche de l'emploi. Leur situation est pénible à vivre, ils en ont donné des raisons et aujourd'hui nous allons essayer un peu d'apporter, un tant soit peu, des réponses à leurs préoccupations. Au-delà de ces jeunes gens que nous avons reçus, c'est à vous autres qui êtes dans la même situation que nous nous adressons. Et pour cette émission, les invités, il y en a deux seulement. D'abord, M. Hippolyte Moubi Assintal Kibong, qui est devant vous, premier invité. Et le second, c'est bien entendu, je ne sais même pas pourquoi je dis bien entendu, il s'agit de M. Modeste Bonigaba, qui n'est plus à présenter. Alors, M. Modeste Bonigaba, d'abord je m'adresse à vous, pour vous demander de nous rafraîchir un peu la mémoire, parce que vous avez suivi les deux émissions. Quelles étaient les principales préoccupations des enfants? Des enfants, je dis des enfants, des jeunes gens. Oui, je crois que on peut les résumer en trois principales préoccupations. C'est d'abord que l'enseignement, la qualité de l'enseignement, même pour eux, parce que eux n'ont pas d'éléments de comparaison, mais ils sentent que la qualité n'y est plus. Donc eux-mêmes l'ont dit, ils ont dit qu'il y a des profs parfois qui viennent donner leur enseignement et ils ont l'impression qu'ils viennent lui-même découvrir la matière qu'il est en train d'enseigner. Donc c'est une impression tout à fait désagréable d'avoir en face de soi un professeur qui donne manifestement l'impression de ne pas maîtriser son sujet. Alors, ils ont dit aussi que l'encadrement, évidemment, c'est-à-dire les assistants et les autres qui doivent encadrer pour continuer le travail, est tout à fait en dessous du niveau. Parce que comment voulez-vous que, dans une université qui, à notre époque, la capacité n'a pas changé, la capacité d'accueil, elle est toujours la même. Quand nous sommes arrivés, la capacité d'hébergement était de 2500 par là. Tous les hommes qu'on connaît là. Alors évidemment, on était déjà un peu à 3000 parce qu'il y avait des gens qui étaient dans les sous-sols et tout ça déjà à notre époque. Mais aujourd'hui, on me parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dans cette université. Donc l'encadrement ne peut qu'en souffrir. Alors évidemment, le niveau de connaissances qu'ils acquièrent ne peut pas être le meilleur. Parce que nous, à cette époque, l'Ovanium était effectivement parmi les universités de référence en Afrique noire. Donc, c'est normal qu'il y ait eu ce pic qui a montré au reste de l'Afrique qu'il fallait aller étudier à l'Ovanium. Effectivement, il y avait beaucoup de nationalités à cette époque-là. On avait des gens qui venaient du Nigeria, du Cameroun, d'Éthiopie, d'Afrique australe, c'était en plus grand nombre encore, parce que c'était la plupart des pays étaient encore colonisés, l'Angola et autres. Donc, ça n'avait rien à voir, l'Ovanium de l'époque, rien à voir avec l'Unikin d'aujourd'hui. Donc les enfants, les jeunes qui terminent, eux-mêmes en sont conscients. Et ils ont montré les difficultés qu'ils ont pour s'insérer dans la vie professionnelle. C'est parce que justement ils savent, ou du moins ceux qui sont censés les employer, savent que le contenu n'y est pas. Donc ils ont tendance à les mettre de côté, à chercher ailleurs. Et c'est un véritable drame pour nos jeunes. Alors, M. Hippolyte Moubi Assintal
Vous avez eu à votre époque comme encadreur notre ami Modeste Bonigaba. Diriez-vous la même chose que ce qu'il vient de dire, en très peu de mots? Oui, oui, c'est vrai. Je suis d'abord fier d'être devant mon encadreur aujourd'hui. Je dis tout ce qu'il a dit est vrai, parce qu'aujourd'hui c'est infernal. Il faut simplement passer, même au home, vous allez voir que c'est plus de home. Il y a des gens qui passent la nuit à même le couloir. Les couloirs de home se plaignent, des gens, des étudiants. Et vous attendez quoi, quelqu'un qui passe la nuit à la Belle Étoile? Vous attendez quoi, qu'il aille à la faculté et tout ça étudier? Non. Chez nous, on était bien, on était logés. On mangeait à 6 heures, on était au restaurant. À 7 heures, 8 heures, on allait à la faculté à midi, on était au restaurant. Et à 14 heures, on rentrait aux travaux pratiques. Et on revenait vers 17 heures. Et puis, récréation, et puis on va bouquiner vers 18 heures, 20 heures, on dort dans de très bonnes conditions. Alors, allons tout de suite droit au but. À quoi est dû et quand remonte cette déglingue, Monsieur Hippolyte Moby? Merci bien. Ça n'engage que moi-même. Ouais. Ne touchez pas au micro, il est très sensible. Ah d'accord, merci bien. Et j'ai dit, ce que je veux dire m'engage personnellement. Moi, je situe tout ça au début des années après votre rentrée de l'armée. Nous venions en 74. 73, 74, nous arrivons, et eux, ils viennent de l'armée, et tout commence à chuter petit à petit. Prenons d'abord l'inscription à l'université. Quand on faisait son examen d'État, et ce n'était pas de choix multiple, c'était un examen d'État, on te donne un papier vierge, et tu écris, et tu réfléchis, tu rédiges. Quand on terminait son examen d'État, qu'est-ce que... On allait à l'université après avoir passé un autre examen qu'on appelait examen de maturité. Et quand on n'avait pas 60%, on n'allait pas à l'université. On cherchait des écoles ou des instituts supérieurs où on formait des cadres pour prendre la relève au pays. Alors, vous avez réussi, vous avez passé votre examen d'État, les résultats vous sont parvenus où? À Kikwit. Moi, je suis de Kikwit. Après les résultats, j'ai pris mon inscription à partir de Kikwit et dans des journaux, je ne vois pas un journal qui s'appelait, je ne sais pas, Elima ou quoi, je ne sais pas. À l'époque, ce n'était pas encore Elima. Et mon nom apparaît que je suis inscrit à l'université avec un numéro matricule. Je vois, c'était, je crois, 74 bars et puis tout ça. Et on me demande d'aller à Zahir. C'était Zahir parce que les Zahir étaient déjà là. Et je vais prendre mon billet. Il dit, vous voyagez quel jour, tel jour, et puis on me donne les billets. Et je voyage, je viens, il y a un bus là, à Kinshasa, qui attend de l'Ovadio. On est un peu bleu quand on va. Bon, nous. C'est un détail. Ça, c'est un détail inutile. Mais est-il que, voilà comment ça se faisait. Et je viens à l'université, je vais, on me dit, la faculté c'est là, et tout ça, je m'insère, et c'est tout, on étudie. On était, je crois, à 200 en première, et puis après, bon, et puis est venu tout ça. Et quelques temps après, l'État, le gouvernement, a introduit un autre système de recrutement. Le recrutement par quota. Avant, c'était le recrutement par mérite, mais non, le recrutement par quota. Vous pouviez, quota régional en fait, c'est le tribalisme, pour ne pas dire tribalisme, ou ethnie ou quoi, mais on dit quota régional. Chaque région doit donner le même nombre d'étudiants à l'université, qu'importe les résultats. Bon, il y a des régions, je suis devant votre micro, mais il y a des amis qui ont pleuré parce qu'ils avaient 80 chez eux, 80, 70, 60, et puis ils étaient nombreux, parce que c'était 100, je crois. Et il y avait d'autres régions où il n'y avait personne avec 60, tout le monde avait 50, 51, 52 et tout ça. Et tous, ils épuisaient leur quota, il restait encore
quelques places. Mais alors qu'il y a des gens qui méritaient, qui étaient là, qui pleuraient, ils ne pouvaient pas venir à l'université. Mais les quotas de la région est épuisé, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se débrouiller ailleurs. Et ça, ce quota étalé des étudiants, des recrutements, il est rentré, le professeur est là, il ne va pas me contredire, même dans des cotations, même dans les délibérations. Parce que vous mettez le noir et le blanc ensemble, mais ça se distingue facilement. Quand on arrive aux examens, les quotas, on voit que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont eu 60 et quelques. Et les autres... Malgré qu'ils ne réussissent pas, ils sont pris en compte. Mais les quotas, oui. Les quotas, il faut y appliquer les quotas pour passer des classes. Même pour être assistant. Pour être assistant, il faut des quotas. Ces régions-là devraient nécessairement, on allait même chercher, mais il faut qu'on cherche, il faut qu'il y ait des quotas. Bon, alors les quotas étalés, et c'est transformé. On a transformé. Au fait, les systèmes existent jusqu'aujourd'hui, les quotas, mais on l'a transformé. C'est devenu, qu'est-ce qu'il dit, des recommandations, des trucs, ils disent, les enfants d'abord, et ceci. Ça s'est transformé, les points, bon, je ne vais pas, on est devant les micros, on ne dit pas, mais des points qu'on donne par autrement qu'en faisant l'examen. La méritocratie. Exact. Alors, tout ça a fait que les niveaux devraient nécessairement baisser. Et des étudiants, et des assistants qui sont venus par quota. Parce que maintenant, là, le prof dit, un assistant va découvrir les syllabus qu'il doit transmettre aux enfants devant le desk. Alors, ça, c'est dramatique, vous comprenez. Donc, c'est ça. Au fait, pour moi, je situe là. Monsieur Bonigaba, tout ce qu'il vient de dire, bien entendu, est vrai. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous aussi, vous situez la déglingue à ce moment-là? C'est effectivement cette période-là, parce qu'il faut même remonter un peu plus en arrière pour situer précisément le début de la déglingue au moment où on crée l'UNASA. Parce qu'en réalité, la création de l'UNASA, c'est en fait une décision politique de nivellement. C'est à ce moment-là qu'on dit, voilà, pour nous, il n'y a pas de différence entre vous tous là, alors qu'il vient de montrer qu'il y avait une sélection rigoureuse depuis l'école secondaire. Alors, quand vous dites que tout ça n'a plus d'importance, vous introduisez quelque chose qui est tout à fait... du poison dans le système. Parce que, à ce moment-là, on nomme des recteurs. Non, c'était des vice-recteurs. Politiques. Ça n'avait plus rien à voir avec le cursus. On vous donne quelqu'un, bon, on n'a rien contre, mais quelqu'un qui a juste fait sa formation d'avocat. Pas nécessairement le plus célèbre du moment. Bon, il devient vice-recteur d'une grande université comme Lovanium. Ça pose problème. Déjà, les professeurs se demandent d'où vient celui-là. Celui qui doit présider les conseils académiques. Donc, vous avez quelqu'un comme Plevutz, qui était le secrétaire général de l'université Lovanium, mais qui se retrouve avec des politiques qui sont là, qui eux doivent appliquer la politique soit de parti-État ou de recours à l'OTAN, des choses qui n'ont rien à voir avec la formation académique. À ce moment-là, il y a une perte de repère. Et je crois que, je ne dis pas je crois, parce que je me souviens que, effectivement, le vice-recteur venait assister aux délibérations dans les facultés. Ah oui, il vient avec des noms, évidemment, sous le coude, et il voit les gens qu'il veut absolument faire passer sont déjà, par eux-mêmes, déjà bien positionnés. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il dit non, mais c'est là, il faut qu'il se retrouve. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, c'est complètement il y a quelque chose qui est cassé. Et c'est à ce moment-là que le système a commencé à dégringoler.
Alors, je vais vous lire cette phrase. Je cite, « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vies humaines. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Et oui, il vous sera très facile de les détruire. » Mais est-ce qu'à ce moment-là, vraiment, la volonté des décideurs était celle-là? Est-ce qu'ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils se disaient, nous faisons ça dans cet objectif? Ou y avait-il des gens derrière eux, des souffleurs, qui voulaient que ça soit comme ça? Qui veut répondre, monsieur Hippolyte? Oui, bon, j'ai dit... Ne touchez pas le micro. Oui, bien sûr, voilà. Bon, ça va. Devant le professeur va dire... Bon, il va vous demander de répéter plusieurs fois. Oui. Bon, oui, merci bien. Mais moi, je pense que, consciemment ou pas, le leader de l'époque a participé à ça. Parce que je sais que moi, je dois dire... Le système. Je dois dire, ce n'est pas un individu, c'est un système. Ce sont des gens qui réfléchissent, pour eux, ils veulent détruire l'enseignement. Parce qu'au fait, il ne faut pas oublier que l'enseignement, c'était à l'époque où le seul système qui gardait encore des valeurs de la cité, de la gouvernance de la cité, c'est des grèves venaient par des étudiants, des professeurs qui réfléchissaient à haute voix dans des auditoires. Ailleurs, on ne disait plus rien. Alors, tout ça, c'est un système qui dérange les régimes en place. Alors, moi, je trouve que c'est plus facile pour eux de réfléchir. Et j'ai pari qu'ils étaient au courant de tout ça. Ils ont lu Machiavel, n'est-ce pas? Ils ont lu. Nous savons qu'à l'époque, toute la classe... Alors, mais tout le monde savait que ce qu'ils faisaient, c'est pour détruire, pour arriver au résultat actuel. Mais si monsieur Boligaba, vous serez aussi direct pour dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, qu'ils introduisaient le poison? Il y a quand même suffisamment d'éléments qui laissent penser qu'effectivement, ils savaient. Parce que je me souviens d'un meeting... du maréchal, à l'époque, il n'était pas encore maréchal, général, où il disait qu'il n'y a pas d'université pour former des présidents de la République. Une façon de dire que, bon, on peut s'en passer, et quand même, il dit, regardez-moi, moi je suis là, et pourtant il y a plein d'universitaires ici, mais qui ne sont pas là où je suis. Vous savez que ça, c'est un message qui est tout à fait insidieux et mauvais. Parce qu'à ce moment-là, vous dites, c'est bien aller à l'université, mais ce n'est pas si important que ça. Vous vous rendez compte de l'impact et du retentissement d'un tel message. Donc, disons que s'il y a un système qui voulait arriver à ces résultats, ils ont trouvé en face d'eux un interlocuteur qui était hyper réceptif. Parce que si ça n'avait pas été le cas, lui, il allait dire non, pas question. On doit tout faire pour que les meilleurs d'entre nous continuent à émerger et à briller, parce que c'est cela l'avenir. Le monde, c'est par rapport à eux. Parce que quand ils se rencontrent, moi je me souviens à l'époque, on avait le professeur Malou Wakalenga qui était tout le temps invité dans des congrès scientifiques au niveau le plus élevé dans le monde. Eh bien, on était fiers d'avoir quelqu'un comme ça. Mais en introduisant ce genre de virus, eh bien, 20 ans après, on n'a plus personne qui peut aller là-bas. Donc, manifestement, on a introduit ces virus. Bon, on ne peut pas dire que le président de la République de l'époque était conscient des dégâts que ça allait causer. Peut-être pas. Mais, en tout cas, il n'avait rien fait pour arrêter cela, pour arrêter le massacre. Il s'est pratiquement inscrit là-dedans comme si c'était pas si mauvais que ça. Bon, moi je ne me dédouane pas. C'est vrai, quand vous
tout ce que vous racontez, moi je suis tranquillement au grand séminaire et donc je suis en spectateur ce que font les étudiants, ce que font les professeurs, et vous dérangiez, professeurs comme étudiants, vous dérangiez le régime. Bon, donc le régime faisait semblant de se défendre, mais le mal était fait. Et ce poison a continué à détruire jusqu'à aujourd'hui, puisque, semble-t-il, des amis professeurs qui nous disent le responsable vient et vous dit écoutez, laissez tout le monde réussir, sinon nous aurons des problèmes avec les parents, puisque ce sont les parents qui nous nourrissent. Dans ce système-là, effectivement, on comprend que ce qu'on a sorti comme palmarès de Shanghai soit défendu une seule université, celle de Lubumbashi, qui occupe la 173e place, alors que l'Ovanium était au même niveau que Ibadan, que Makerere, toutes les autres universités. Maintenant, ce sont les universités sud-africaines qui sont passées en tête. Vous comprenez quand les jeunes gens vous disent que nous ne sommes pas compétitifs par rapport à ceux qui viennent de loin. Ils sont mieux considérés, pris en compte que nous. Tout ça, on ne va pas continuer à se lamenter. Maintenant, il faut chercher à trouver des remèdes. Que faire, monsieur Hippolyte Moubi? Oui, c'est vrai. Que faire? Question difficile. Très difficile, parce qu'au fait, il faut d'abord de la volonté politique pour faire ça. Il faut, à un certain moment, qu'on ait la volonté politique de comprendre qu'il n'y a plus rien, tout ce qu'on fait, les diplômes qu'on distribue, ce sont des papiers inutiles qui ne représentent rien, et qu'on arrête, et qu'on pense à faire autre chose. J'ai dit, ces problèmes, moi, j'ai réfléchi à l'époque avec un professeur, mon professeur, je vous ai dit, à une partie de l'université que j'ai fait en face, il sait pourquoi. Alors, le professeur Gakou Lamine, j'ai perdu malheureusement ce trace, c'est un Malien. Il était à l'université Mariam Wabi et il a travaillé un peu avec moi, il m'a donné, dans le cadre de l'encadrement, il m'a donné ce travail de réfléchir. On a réfléchi avec lui. On est arrivé, quelle est la difficulté? Au fait, d'abord, séparer l'université avec les instituts. Ça, ce sont deux modules vraiment à vocation vraiment différente. Ça, on doit accepter. L'université, les professeurs tels qu'il est là, on l'a formaté, si vous voulez, à réfléchir sur des problèmes. Moi, qui suis allé à la production, on m'a formaté pour gérer. J'ai fait 30 ans à CEP Congo, je suis retraité de CEP Congo. Mais je ne connais que gérer. J'ai des règles pour moi strictes. Tout ça. Alors que celui qui va à l'université veut poursuivre, aller à la recherche. À la recherche, il y a un problème. Lui, le professeur, va réfléchir, chercher des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Créer même une chaire à l'université. Cette distinction est en fait avec le professeur malien. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, la solution pour votre pays est celle-ci. Vous devez faire un enseignement par module. Module, c'est quoi? Je vois, il y a une tasse de profondeur. Oui. Cette tasse, comment fabriquer une tasse de profondeur? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a les kaolins, c'est-à-dire il faut des géologues là-dedans. Il y a un ingénieur pour le four. Il y a un électricien, parce que le four, c'est de l'électricité. Et puis, il y a un chimiste, parce que les kaolins, il faut savoir, il y a une composition, un mélange chimique. Alors, vous prenez tous ces étudiants, vous faites un tronc commun. D'abord, vous leur donnez une base, mais après, vous les mettez en module. Vous dites module de fabrication, par exemple, de cette tasse. Compliquons un peu, fabrication d'une voiture. Une voiture. Alors, la voiture a besoin de tout le monde. Il y a des chimistes même, il y a des cordonniers ou quoi, tout ça. On fait un module et chacun étudie. Il sait que la finalité de ce qu'il fait, c'est pour arriver à fabriquer une voiture.
Il y a des ingénieurs pour le Des moteur. ingénieurs, exact. Pour le moteur, des ingénieurs, tout ça, même des chauffeurs aussi. Ils sont dedans, tous. Alors, la première année, ils sont en tronc commun. La deuxième année, ils commencent à se spécialiser. Ils savent ce qu'ils vont faire. Alors, vous commencez à les former pour fabriquer cette voiture. Ils deviennent spécialistes la troisième année, par exemple. Et la quatrième année, ils commencent à fabriquer la voiture. Mais ils ne vont pas le faire seuls. Ou l'université, ou l'État doit financer d'abord le projet. Ils font un projet. Mais non, quand l'université et l'État, ils donnent l'argent, on ne peut pas donner l'argent aux étudiants. Ils vont acheter peut-être des pantalons, on ne sait pas. On crée un groupe de, si vous voulez, de gestion. La gestion est collégiale, parce qu'eux aussi doivent savoir comment on gère. On fait une co-gestion entre les chevronnés donnés par l'université et l'État et eux. Et ils continuent la deuxième année. La troisième année, ils ont fabriqué une voiture. Et ils vendent la voiture. Les prix de la vente, ils doivent rembourser l'argent du projet à l'université et à l'État. Parce que l'État en a besoin pour le donner aux autres qui suivent. Et puis, 2 ans après, l'équipe de formateurs ou de gestionnaires de la cogestion lâche les étudiants, continuent à fabriquer leurs voitures, et ce sont des missions. Bon, là, nous sommes dans quel système? C'est l'université ou c'est des instituts? Non, dans ce module? Non, pour moi, j'ai dit, ça, nous sommes dans des écoles professionnelles, dans les instituts, si vous voulez, les instituts professionnels. Alors, on est parti de la formation jusqu'à l'emploi. On ne transite pas par les chômages. Notre système, c'est fabriquer. Il y a des gens qui fabriquent des diplômes, donc juste les redonner, et il y a les autres qui se débrouillent à créer des emplois, non en adéquation avec les autres, mais ils investissent comme ils veulent. Et ils investissent. Et moi, j'ai besoin de fabriquer ça, j'ai besoin de 3 ou 4 personnes. Et ceux qui ont des diplômes, là, ils viennent, ils se mettent en rang. J'ai dit 1, 2, 3, les 3 là, les autres, allez vous promener. C'est un mauvais système. On fabrique des chômeurs. Alors, voilà. Je voudrais la réaction de Modeste Moligaba. Nous allons illustrer ça par des images de quelqu'un qui, de lui-même, a su se débrouiller pour se sortir du chômage. Votre réaction par rapport à ce module, c'est une façon. Oui, c'est une façon. Effectivement, il faudra trouver de nouveaux mécanismes qui permettent de faire émerger dans chaque spécialité les meilleurs. On ne va pas échapper à ça. Donc, faire en sorte que depuis l'école secondaire déjà, on commence à détecter les plus brillants et qu'on suive très, très attentivement leur évolution. De telle sorte que l'école soit le creuset où seuls les meilleurs sont ceux-là qui arrivent. Il ne faut plus que ce soit... Tout le monde veut aller à l'université, bon, venez, surtout que vous payez, bon, donc c'est bon. Et puis après, il n'y a rien dedans. Les enseignants aussi, parce qu'il faut en parler, les enseignants doivent quand même avoir des conditions acceptables pour faire le travail. C'est tout ce système-là qui a été détruit. Et lui, parce qu'on ne s'est plus croisé depuis longtemps, il continue à m'appeler professeur, mais en fait, j'ai été victime de ce système aussi. Parce que mon projet de thèse, j'ai fini par le publier comme ouvrage de librairie et j'ai été content de la réaction qu'il a suscité, mais je n'ai jamais été jusqu'au bout. Parce qu'avant, il y avait des automatismes. Dès que vous terminez, vous êtes assistant au bout de 2 ans, votre sujet est déjà bien circonscrit, vous partez. Vous allez continuer les recherches et puis soit vous défendez là-bas, soit vous revenez. Mais nous, dès que c'est arrivé... Il y avait ces histoires de quotas ou quoi, oh, vous ne connaissez pas le monsieur et tout ça, et bien vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, ce système-là, il faut le changer. Il faut le changer de telle sorte que seul, dans tout, la règle d'or soit celle-là, les meilleurs. Les meilleurs, toujours les meilleurs. D'accord. Alors nous allons, pas illustrer, nous allons vous montrer l'expérience d'un jeune homme qui a refusé, lui, le chômage et qui a construit une toute petite entreprise, c'est très sympathique,
mais qui fait des chaussures que je vous proposerai d'ailleurs d'aller acheter. Pour des gens comme ça, il faut faire de la publicité. S'il vous plaît. Nous sommes dans la commune de Kalamou, précisément sur l'avenue Badjoko. C'est ici que MJ Mokoto, notre fabricant de chaussures, a installé son entreprise. Ici, se fabriquent des chaussures hommes de divers modèles, tout portant la marque MJ Mokoto. Pendant que certains se plaignent de la crise, d'autres ont choisi de se faire chantre de l'entrepreneuriat. Nabandi musalo na 2005 bon awa naza na bango baza misato oh naza nazosala na bango nazo former bango naosa pe na bango. Souliers, mocassins, babouches, sandales, tout y est. Ce self-made man, on appelle par ailleurs les personnes de bonne volonté de lui prêter main forte afin de porter haut sa marque de fabrique. Donc il a vraiment la possibilité de sungi. Pour ça que le gouvernement sera aidé ngai na rosala nga mo téléphone aider pe ba jeune o bazana simalanga na benda bango baya pembeni. En plus pe elo na zango posa ya ko former ba jeune. Pour kuna pe na mboka ngula na oti kuna former ba jeune ebele. Pour ça que ton on peut sa formation tantôt la semaine 3 fois par séance. MJ Mokoto est la preuve que quelquefois, l'entrepreneuriat aide bien plus que les gymnastiques du marché de l'emploi. Alors, je ne sais pas, vous, les parents qui nous suivez, quel est le plus intéressant? Amener l'enfant à l'université pour qu'il revienne avec un diplôme sans contenu, ou quelqu'un qui n'a pas besoin de vous parler en français, mais qui est en train de produire des choses visibles, des chaussures que vous pouvez porter fièrement. Franchement, j'ai vu ces chaussures, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse attention. Réaction d'abord de M. Modeste Boligaba. C'est un garçon sympathique. Vous savez, nous venons de constater que le diplôme n'est pas une finalité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est ce mythe du diplôme. Allez aux États-Unis, où il y a les prix Nobel, c'est là qu'on en trouve en gogo. Mais quand vous allez postuler pour un emploi, on ne vous demande pas de présenter vos diplômes. On veut s'assurer que vous maîtrisez tel domaine. Vous devez démontrer à celui qui veut vous recruter qu'effectivement vous maîtrisez le secteur dans lequel il veut vous recruter. Peu importe les diplômes que vous avez. Mais si vous lui apportez la preuve qu'effectivement vous maîtrisez, vous êtes engagé. Donc, c'est à cela que nous devons arriver. Arriver à ce que le diplôme serve juste de confirmation, ou de présomption. Vous dites, voilà, j'ai tel diplôme, on ne va pas s'arrêter seulement à ça, on va tester maintenant cette capacité qui est censée être la vôtre par le diplôme que vous avez. Lorsqu'on arrivera à ce niveau de conception, de raffinement, oui, eh bien, on va à ce moment-là valoriser tout ce qui peut effectivement mettre la personne en valeur. Ce n'est plus parce qu'il aligne plusieurs diplômes, mais c'est quels sont les métiers qu'il maîtrise. Et c'est cette mentalité qu'il faut maintenant inculquer aux générations qui viennent. Alors, la seule faiblesse que j'ai décelée, ce n'est pas une faiblesse, il demande au gouvernement de l'aider. Je crois qu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi ces hommes d'affaires qui ont un peu d'argent, qui peuvent investir dans cette chaussure. Je vous assure, si j'ai demandé à mes journalistes d'aller faire ce travail, c'est parce que ça m'a... J'ai dit aux garçons, mais soyons sérieux, c'est pas une autre marque, tu as mis même ton nom là-bas pour... Nous, ils fabriquent cette affaire, en croco, en truc. Votre réaction, monsieur Hippolyte Boubi? Je suis édifié, sincèrement. Je crois que il a émergé par lui-même. En fait, c'était un peu un fait de hasard. Bon, un type qui a... Peut-être qu'il a des talents innés de fabriquer des talents, mais je crois que quelque part, l'État devait se saisir de choses comme ça. C'est ce que nous avions dit. Il faut que les gens arrivent à travailler, c'est-à-dire on forme
pour le travail. On ne forme pas pour les diplômes. La finalité maintenant, c'est les diplômes. La finalité devait être de ces écoles ou les instituts, c'est le travail. Oui. Exact, créer des emplois. Oui. C'est ça. Je crois qu'il faut interpeller les parents pour leur dire que lorsque vous exigez que votre enfant puisse avoir son diplôme universitaire parce que vous avez payé, mais vous êtes en train de tuer cet enfant, puisque lui-même sait que ce diplôme qu'il a n'est qu'une étiquette, mais que dans la tête, il n'y a rien. Vous êtes en train d'empoisonner la vie de votre enfant qui ne pourra rien faire à l'avenir. Donc, vraiment, réfléchissons et il faut surtout insister, dire à l'enfant qui est à l'université d'étudier, d'acquérir des connaissances. C'est avec lui qu'il faut se battre plutôt que d'aller vous battre avec les professeurs parce qu'il a donné 6 sur 20 et que l'enfant ne va pas avoir de diplôme. Ben, on vous donnera le diplôme, mais votre enfant ne fera rien du tout. Je crois que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Modeste, il faut que toute la communauté nationale puisse se mettre ça en tête. Oui, c'est pour cela que nous avons parlé de système. Parce que, effectivement, la réponse à tout ça, c'est le changement de système. On ne pourra pas y arriver autrement. Parce que le système qui est là, qui considère que l'école, c'est juste comme vous venez de dire, avoir un diplôme, c'est une étiquette. Mais ce système-là ne peut pas nous faire arriver à ce que nous demandons. Aussi longtemps que ce système... Or, le système, c'est quoi? Le système, c'est que l'organisation de la société, des institutions, l'organisation tout court est conçue de telle sorte que le vieil adage, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ne soit plus seulement un adage, que la réalité quotidienne soit celle-là. C'est tout. Si on fait en sorte que seuls les meilleurs d'entre nous soient ceux-là qui occupent les responsabilités, qui prennent les responsabilités à différents niveaux et dans tous les domaines, d'abord c'est la justice à ce moment-là. Parce que la justice veut dire à chacun selon ses mérites. C'est ça la justice. À partir du moment où nous construisons notre société sur cette base-là, c'est la paix assurée. Parce qu'il n'y aura plus de frustration due au fait que, oui, mais on a pris celui-là alors qu'à l'université, il était nul, moi j'étais meilleur, moi je suis en train de chômer ici. Tout ça va disparaître. Et donc, à ce moment-là, nous pouvons espérer que tout ce que nous sommes en train de dire ici va effectivement s'appliquer. Et pour les jeunes gens qui sont à la recherche d'emploi, il faut dire aussi que, de la part du gouvernement, il y a des efforts à faire pour que la création des emplois chez nous soit une chose facile et qui pourrait attirer des investisseurs à venir s'installer. Vous avez parlé de justice, il y a aussi cette création d'emplois ici chez nous, créer une société, et c'est un parcours de combattants. On parle toujours des séminaires dans ce sens-là. J'espère que celui qu'on a organisé, on est en train d'organiser dernièrement, va porter ses fruits, parce que véritablement, et nous en avons parlé avec les jeunes la fois dernière, il y a comme une sorte de blocage. Il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on aille payer à l'État l'impôt, qui font des barrières afin que vous puissiez leur donner un peu de matabiche pour qu'ils aillent donner à l'État ce qu'il lui doit. Oui, c'est vrai. C'est que, et à cela, je crois, c'est que vous dites la création d'emplois. Pour moi, j'ai souscrit, mais vous savez, ceux qui créent des emplois, c'est un capitaliste. Moi, j'ai été dans les systèmes, 30 ans dans ce système. Je sais, il calcule, il vit à l'avance. Il sait que l'argent que je mets, je vais produire autant. Mais la main-d'œuvre qu'on doit embaucher pour ça, il faut qu'il y ait une main-d'œuvre de qualité. Mais là, nous rejoignons le problème. Quand les Chinois sont arrivés, j'ai un peu travaillé dans le cadre toujours de mon travail avec CREC 7, CREC 8, pour les routes, mais on cherchait
de travailleurs qualifiés. Il n'y en a pas, les travailleurs qualifiés. Hein? Il a été à l'université, c'est tout. Il est licencié en tel. Il se présente, il dit même, donnez-moi, je vais. Il ne sait même pas tenir une brouette. Il ne sait même pas les marteaux, comment on les tient, voilà. Il faut, à ces niveaux-là. Donc, on a besoin aussi de former des jeunes gens du métier. Vous savez, les écoles, on appelait ça des écoles artisanales à l'époque coloniale. Je connais mon grand frère il a fait l'école artisanale section fer. Et dès qu'il a terminé, je me souviens, on lui a donné un trousseau, c'est-à-dire un kit complet. Hein, les taux, les birins, les marteaux, les ceci, tout ça. Et quand il est venu, il n'a pas attendu, il a créé son atelier. Vous comprenez, il a été formé pour ça, il a monté son atelier. Donc c'était un monsieur formé. Aujourd'hui... Il a pu vous aider dans bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, on dit, on crée des emplois, bien sûr. Un monsieur vient avec son paquet, il crée l'entreprise, il doit travailler avec qui? Il va aller chercher des gens là où il vient. Les gens disent, mais pourquoi pas ici? C'est d'abord la formation. Moi, j'aurais voulu qu'on dise aujourd'hui, c'est vrai on est arrivé là où on est arrivé, on a échoué. Bon, on arrête. Maintenant qu'on crée des écoles, de vraies écoles, d'autres systèmes, comme il refuse que je dise professeur, mais il m'a enseigné. On l'appelait de façon professeur oui, assistant. Il m'a enseigné. Il m'a enseigné. Alors, vous voyez, il faut qu'on commence par là. Création, oui, mais qu'on arrête de tromper les parents, Les parents se trompent eux-mêmes, ils savent que les enfants vont... Les diplômes qu'ils ont, c'est rien. Les enfants eux-mêmes, ils disent, c'est vrai, il n'y a rien, parce que tout ça, on attend la fin de l'année pour porter des toges et puis aller fêter, et on est diplômé. Qu'on arrête du folklore. Quand on aura arrêté, et puis qu'on commence à créer des écoles sérieuses, et qu'on crée un bureau d'études, qu'on voit, même ce que j'ai dit, je ne dis pas que ce que j'ai dit, c'est ce qu'on doit faire, mais c'est une de voies, une de variantes. Qu'on crée des écoles. Bon, ceux qui veulent créer effectivement des écoles, moi je crois que demander à tout le monde de faire la même chose en une fois serait difficile, mais que ceux qui veulent créer des écoles, qu'ils créent des écoles sérieuses, nous avons des exemples. Nous avons l'exemple, pour ceux qui nous suivront à Lubumbashi, ils connaissent. Je ne vais pas demander qu'on fasse un gros plan, c'est pas grave. Il y a un de nos amis, professeur Takizala, qui a créé une école qui est en train de faire beaucoup de succès à Lubumbashi, école secondaire sérieuse, l'université Nouveaux Horizons. Je crois qu'il faut qu'on commence quelque part. On ne commencera pas tout en même temps, mais qu'on pense également à ces écoles de métiers. C'est très très important. Moi je préfère un enfant qui fait ça et qui survient à ses besoins qu'un enfant qui était à l'université, qui est toujours accroché à ma veste. Entre les deux, je préfère celui qui se débrouille tout seul et qui fait ce qui lui plaît. Généralement, nous imposons à nos enfants de faire tel cursus. Mais pourquoi ne pas faire comme ailleurs? On demande à l'enfant, qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Et il vous dit ce qu'il veut. Si ce n'est pas au niveau universitaire, mais il le fera avec passion et il sera heureux dans sa vie. N'est-ce pas, monsieur Modeste Bonigaba? Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on ne va pas faire l'économie de cette révolution. C'est la meilleure révolution, je crois, que nous puissions opérer, parce que, comme vous l'avez dit, on a détruit notre nation en suggérant aux décideurs de l'époque de ne pas trop s'occuper de l'éducation et de la recherche. Et là, ils savaient comment flatter l'ego de ceux-là qui étaient aux commandes, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas le produit de ce système éducatif qu'on voulait, en tout cas, maintenir ou continuer à développer. Donc, il y avait comme une sorte de revanche à prendre sur ce système-là qu'il avait, lui, ignoré et qui a cru qu'il ne pouvait pas émerger pour n'avoir pas
évoluer dans le système, il a voulu démontrer que non, mais sans être passé par votre système, voilà où je suis aujourd'hui. Et vous savez, la revanche, elle se trouve notamment dans une phrase que nos amis du Kasaï connaissent bien. Tous ceux qui n'ont pas été à l'université prennent leur revanche en disant à ceux qui ont été à l'université, bon, eux ont trouvé un peu de diamants, et vous disent, mais est-ce que le français, c'est l'argent? Moi, j'ai l'argent, je ne parle pas français, je suis mieux que vous. Alors, on prend un peu la revanche. Ouais. Écoutez, 1 minute pour vous, 1 minute pour M. Hippolyte, et on aura terminé cet argent. Adressons-nous aux parents. Ils ont leurs responsabilités. Oui, vous? Ben, moi, je dirais qu'une émission comme celle-ci, il faut en produire plusieurs, peut-être sous des angles différents, pour que les gens comprennent qu'effectivement, ce que nous disons ici, ce n'est pas juste par coquetterie ou pour montrer que on sait parler un peu, tout ça. Non, c'est une question grave. Notre système éducatif, les classements l'ont montré, est tombé trop bas. Donc nous ne pouvons plus continuer à fermer les yeux sur ça. Non. Nous devons absolument rebondir. On a atteint le fond, là il faut remonter. Oui, M. Hippolyte. Non, mais moi je vous remercie d'abord d'avoir pensé à passer des émissions comme ça. Il faut vous encourager. Il faut que les gens prennent conscience qu'il y a un problème sérieux, grave, qui est à la base de la destruction de cette société. Il n'y a que ça, l'éducation. Alors, de l'autre côté, il faut que les décideurs aient la volonté d'abord d'accepter que l'éducation, c'est la base de tout, elle est détruite, il faut refaire. Et pour refaire, pour moi, il faut d'abord une étude, un bureau d'études sérieuse qui étudie le système et qui nous propose un bon système. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous avez suivi cette émission et qu'elle vous a laissé insensible, vous n'êtes pas un bon citoyen, excusez-moi de vous le dire, parce que tel que nous l'avons dit, si le système, comme disent certains, est mort, ça veut dire que la nation est en péril, que d'ici très peu, n'importe qui pourra venir nous faire partir d'ici pour s'y implanter. Reprenons la situation en main. Nous avons suffisamment d'intelligence. En tout cas, réfléchissons-y, ce sera déjà ça. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.